Salut les lectrices et les lecteurs! Salut! Ça y est, 2025 est là, alors je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle année, qu'elle soit remplie de joie et de coups de cœur livresques. Coucou! Non, mon maquillage! Mon maquillage! Pour boucler 2024, rien de mieux que de vous présenter les 12 lectures qui m'ont le plus marqué, mois après mois, en 2025. Non, en 2024. Vous pouvez découvrir les résumés détaillés des livres via les liens en description. 2024 a été placé sous le signe de la variété et des expériences littéraires. Fini la monoculture polar-thriller, place à la découverte. D'ailleurs, dès janvier, mon premier coup de cœur a été pour un roman contemporain. Je l'ai lu voilà un an et je repense encore aux émotions qu'il m'a fait ressentir. Ce livre, c'est En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. J'ai été touchée par la manière dont l'auteur traite le sujet des maladies mentales, mais aussi par l'amour d'un fils pour sa mère ou encore d'un mari pour sa femme. Je suis passée par des montagnes russes émotionnelles. Ce roman m'a tellement marqué que je lui ai dédié une chronique dans cette vidéo avec 4 idées de romans inclassables. Je vous laisse la visionner pour découvrir un avis détaillé mais sans spoil. Parce que sur cette chaîne, on n'a jamais spoilé en 2024. On en parle de ta vidéo sur le chuchoteur là où tu spoil les 4 tomes? Oh là là, 2025 commence à peine et tu fais déjà ta rabat-joie. En plus, les chroniques sur le chuchoteur, c'était en 2023, donc ça suffit les fake news, hein. Au mois de février, j'ai eu 3 coups de cœur et je souhaite vous parler de celui qui m'a le plus fait rire, parce que rire, c'est important. Il s'agit des Petites Reines de Clémentine Beauvais. C'est l'histoire de 3 jeunes filles élues boudins de leur collège et qui décident de partir à Paris à vélo pour mener une mission. J'ai à la fois tellement ri et tellement ragé avec ce roman, car l'autrice y traite de sujets majeurs comme la grossophobie, l'adolescence, le harcèlement et bien d'autres thèmes. J'ai tellement aimé que j'ai ensuite lu l'adaptation en BD dont j'ai adoré les dessins très colorés. Si la BD rend moins le côté comique, elle retrace bien le périple de ces jeunes filles et met bien en avant les thématiques. Côté trouillomètre, on est sur du 1 sur 5. Par contre, niveau rigolomètre, on est à 5 sur 5. J'ai ri aux éclats. En mars, j'ai eu la riche idée de participer au challenge Marceau féminin organisé par Flow & Books. J'ai eu plusieurs coups de cœur ce mois-là et vous pouvez les retrouver dans la vidéo bilan du challenge. Mais le livre qui m'a le plus marqué, c'est Triste Tigre de Neige Sino. Ce récit autobiographique est bouleversant. Il traite d'inceste et ne laisse pas indifférente. Alors oui, c'est un livre très difficile, qui épargne aucun détail, mais il montre que quand on est victime de violences sexuelles, on prend perpète. Même si les violences cessent, on est marqué à vie. Et ce livre est important à lire pour cela. En avril, j'ai eu 3 lectures marquantes, mais je souhaite vous parler d'un livre que j'ai vu passer nulle part, alors que son autrice est plutôt connue. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang. Elle est l'autrice de Babel et de Yellowface, qui ont eu un certain succès sur les réseaux sociaux. La guerre du pavot est un roman de fantasy médiévale et militaire qui se passe dans un univers inspiré de la Chine. Même si l'univers est complexe, il est bien amené, expliqué et petit à petit. Le début a un côté fantasy jeune adulte avec une académie militaire. Mais bien vite, on bascule dans des scènes de guerre extrêmement difficiles. D'ailleurs, le trouillomètre est monté à 2 sur 5 avec pas mal de violence et notamment des mentions de violences sexuelles. Au final, c'était une lecture incroyable, pleine de rebondissements avec des personnages complexes hyper bien travaillés. Le souci, c'est que la suite de la trilogie n'est pas traduite pour le moment. Mais que fait la police? Comme j'ai adoré La guerre du pavot, en mai, je me suis jetée sur Yellowface, de la même autrice, R.F. Kuang. Yellowface a rien à voir avec le roman précédent. En effet, il s'agit d'un roman contemporain, légèrement noir, qui traite de l'appropriation culturelle. On y suit June Hayward, qui vole le manuscrit d'Athena Liu, suite à son décès. Ah oui, ça parle aussi de plagiat et du monde de l'édition. Et l'autrice y va pas avec le dos de la cuillère, tout ça dans une ambiance un poil fantastique que j'ai adoré. Par contre, même si l'ambiance est parfois un peu étrange et tendue, rien ne m'a vraiment fait peur, donc trouillomètre à 1 sur 5. Comme l'année dernière, le mois de juin a été un petit mois de lecture avec 5 livres pas fifou. J'ai tout de même eu une bonne lecture avec Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Il s'agit d'un recueil de nouvelles où des humains explorent la planète Mars. Chaque histoire permet d'aborder les différents thèmes de la colonisation spatiale au travers divers personnages. J'ai découvert une nouvelle facette de l'écrivain, mais une chose est sûre, j'adore toujours sa plume. Si on est sur du 1 sur 5 au trouillomètre, j'ai quand même trouvé certaines nouvelles un peu malaisantes. En juillet, on reste dans l'espace avec un coup de cœur pour la trilogie Lady Astronaute de Marie-Robinette Kowal. Le tome 1, Vers les étoiles, est pour moi le plus captivant des 3 puisqu'on y découvre l'univers et les personnages. On est en 1952
et une météorite s'écrase au large de Washington. Au-delà des dégâts matériels et humains, cette catastrophe provoque des changements climatiques irréversibles. Par exemple, la fonte des glaces, et avec celle des glaciers terrestres, une hausse du niveau des océans. La multiplication des canicules, des sécheresses, des inondations, des ouragans, de milliers d'animaux et de plantes qui ne parviennent pas à s'adapter à ce changement climatique qui est beaucoup trop rapide. Ça, ce sont les symptômes. Mais revenons aux causes. Une solution est trouvée, se tourner vers l'espace. On suit alors le destin d'Elma York, première lady astronaute, pierre de lance de l'aventure spatiale pour les femmes. J'ai beaucoup aimé l'équilibre entre science-fiction, récit de vie et place des femmes. En effet, Elma York est un personnage profond et attachant, avec ses failles et ses forces, qui évolue dans un système profondément misogyne. La trilogie m'a totalement embarquée et je remercie Elodie du podcast Page à partager de m'avoir fait découvrir cette pépite. Août a été un mois sans coup de cœur, et oui, ça arrive. Mais je peux quand même vous parler d'un livre qui m'a fait du bien. Et ça tombe bien, parce que c'est un livre feel good. Ouais, les trucs feel good, ça m'inspire pas trop, moi. Tu m'étonnes. Ce roman, c'est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Déjà, un livre dans lequel on parle de livres, ça partait bien. J'ai bien aimé l'histoire de Nina qui décide de changer de vie pour aller ouvrir une librairie ambulante en Écosse. C'était peut-être pas hyper réaliste et un peu cucu, mais c'était le livre dont j'avais besoin à ce moment-là. En septembre, j'ai enfin lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et j'ai bien fait puisque j'ai adoré. Ce roman nous dépeint la vie d'une star de cinéma et honnêtement, tout du long, j'ai eu l'impression de lire une biographie. Et ça tombe bien car le récit est construit comme tel. J'ai adoré la complexité des personnages qui ont su me plonger dans leur époque et dans leur univers, celui du cinéma américain dans les années 80-90. Au même moment, le groupe Début de soirée sortait son tube international, Nuit de folie. Les thèmes abordés sont nombreux comme le sexisme, l'homophobie, les apparences et tout ce qui va avec. L'autrice a réussi à me choper dès les premières pages et à me faire pleurer. Plusieurs fois. En octobre, j'ai pas eu de coup de cœur, mais tout de même 4 très bonnes lectures. Parmi elles, je souhaite vous parler d'une lecture faite dans le cadre de mon défi Un mois, un pays qui consiste à découvrir un pays par mois. Pour ça, rien de mieux que de lire un livre qui parle du pays. En octobre, la Namibie était à l'honneur. Et j'ai donc lu Blue Book d'Elise Fontenay-Ndiaye. C'est un récit documentaire qui relate une période sombre de l'histoire du pays. En effet, il parle du génocide perpétré au début du XXe siècle par les colons allemands contre les peuples namibiens. Blue Book parle donc de ce bout d'histoire oublié et j'ai apprécié l'approche de l'autrice. Elle a réussi à amener le contexte avec finesse et clarté, tout en apportant quelques touches de poésie. Malgré quelques scènes très violentes, j'ai trouvé ce documentaire très digeste et agréable à lire. J'en ressors grandi d'en savoir plus sur ces événements dramatiques. Si vous vous intéressez aux guerres mondiales, et notamment à la seconde, je vous conseille vivement la lecture de ce livre. En novembre, toujours pas de coup de cœur, mais une belle découverte en BD, avec Salon de beauté de Quentin Zution. Ce graphique est tiré du roman Salon de beauté de Mario Bellatine. La BD retrace l'histoire d'un jeune travesti qui tient un salon de beauté, mais quand une étrange maladie se répand, son quotidien s'en voit bouleversé. Vous l'aurez compris, cette histoire parle du sida sans en parler, et de manière certes poétique, mais sans phare. On y découvre le destin des laissés pour compte qui n'ont personne auprès de qui mourir. C'était très beau, avec de magnifiques dessins. Le côté métaphorique permet de prendre un peu de distance avec le sujet, mais les problématiques sont bien mises en avant et claires. Et j'ai fini l'année avec de belles découvertes. En décembre, j'ai enfin découvert les mangas avec les carnets de l'apothicaire, que j'ai adoré. Mais je voulais vous parler d'un coup de cœur que je n'attendais pas. Il est pour le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est un roman épistolaire écrit à 4 mains par Marianne Schaeffer et Annie Barrows. Le livre est une succession de lettres échangées après la Seconde Guerre mondiale entre une jeune écrivaine et des habitants de l'île de Guernesey. Ces lettres nous dévoilent la vie sur l'île pendant la guerre. Les petites touches d'humour et les personnages hauts en couleur, très attachants, apporter une vraie douceur dans une histoire pas forcément joyeuse. Il y a quelques scènes difficiles et tristes, mais je retiendrai avant tout ce petit groupe d'humains qui a su s'entraider dans des moments difficiles. Et voilà, c'en est fini pour ce beau bilan livresque. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos lectures les plus marquantes de 2024. À très bientôt, ciao!